marqué dans l'évolution du haut niveau. L'important, c'est ouais, outre des dimensions physiques, ouais, bon, ça c'est. Vous n'avez pas vu de choses particulières, d'évolution particulière? C'est toujours infinitésimal, hein. Enfin, c'est toujours par petites touches. Non, il n'y a rien qui vous. Moi, je regarde l'évolution des joueurs, quand je l'ai vu la dernière fois, c'est pas Ah. L'évolution des joueurs à niveau de la présence dans les jeux. Donc avant, l'autre fois, il n'y a pas beaucoup de temps, c'était en novembre. Ils sont beaucoup plus stables dans les appuis. Vraiment, on a un. Non mais là, il parle du haut niveau. On parle du haut niveau là. Non, c'était des joueurs, c'était pas moi, j'étais. Par rapport au temps actuel. Ouais, est-ce que, je sais pas, sur les derniers JO, vous avez vu des choses? Je remarque au niveau du service, une petite modification au niveau du service. Ouais, le service, c'est vrai ce que tu dis, ce qu'on disait l'autre fois avec Randy aussi, c'est le retour un peu de l'importance du smash flottant. Qui perturbe énormément les joueurs à haut niveau. Mais que les services, les rapports service-réception, ça vient. Et pour la construction des tampons, ça vient très vite. Très vite. Ouais, je pense pas plus qu'avant. Hein, ça. Oui, mais avant, on parle de ce qu'on a vécu ici avant, les entraîneurs, ils ne savaient pas assez bien comment ça. Notamment, je regarde un petit peu le championnat brésilien, qui ont réduit en plus en 21 points maintenant. Donc, il y a des moments de grosse prise de risque, service, pour certains joueurs, mais la plupart, ils sont quasiment tout le temps dans la variété d'un lancer, ils repartent vers des sautés flottants, des balles un petit peu brossées comme ça dans le dos du passeur, et puis à un certain moment, hop, ils vont chercher la rupture sur 2-3 joueurs. Et donc ça, c'est au niveau du service. Au niveau de la réception, il y a beaucoup moins de recettes parfaites, moins de recettes qui permettent d'utiliser l'ensemble offensif de l'équipe. Et les équipes qui gagnent, généralement, c'est les équipes qui sont très équilibrées sur le triangle, c'est-à-dire point de vue des deux équipes. Dès qu'il y a un joueur un peu plus faible, c'est quasiment la hiérarchie, elle est faite par rapport à ça. Puis on a des ailiers très forts, pas forcément physiquement, mais avec une grosse panoplie technique, qui sont de plus en plus techniques, et qui ne sont pas forcément très grands. Ceux qui ont les meilleurs résultats, ils ne sont pas forcément grands, mais avec des petites panoplie, avec une grosse panoplie. Enfin, les Russes qui dominent tout, les ailiers sont hauts et puissants quand même. Hein. Ils sont On disait hier, à la limite, sont moins bourrins. je trouve que les Russes, Pierre n'est pas trop d'accord avec ça. Ils ont un petit peu changé leur profil de complet, là, quand même. Ils ont pas rendu là. Et puis, je trouve un peu fou, là. Voilà. Vous n'avez pas trop des complets un peu comme ça, un peu plus techniques, un peu plus, et un peu moins fort au bloc. Voilà. Bon, si on prend les éléments, le service, je pense qu'il y a différents éléments au service. Il y a de plus en plus de puissance. Les Russes font la différence actuellement avec d'énormes puissances de service, mais très peu de fautes. Si je vous montre les stats des JO ou des championnats d'Europe des joueurs russes, ça devient un rapport ace-faute qui est complètement inversé. Jusqu'à présent, on avait des rapports avec, oui, quelques aces, mais énormément de fautes, et ça s'est complètement inversé. Quand tu discutes aujourd'hui avec les Russes, qu'est-ce qu'ils ont changé par rapport à ça? C'est la quantité de travail qu'ils ingurgitent au niveau du service. C'est-à-dire que les joueurs de haut niveau russes servent tous obligatoirement 1 heure par jour.
C'est spécifique à cette nation ou il y a d'autres nations qui s'orientent aussi vers... Bah écoute, sur les 3 dernières années, c'est eux qui gagnent tout, donc on regarde ce qu'ils font. Ça, c'est la première chose chez les Russes sur le service. La deuxième chose chez les Russes sur le service, et je rejoins complètement Cédric, c'est ce qui fait la différence par rapport à ce qu'ils faisaient avant, c'est la culture de la patience et du fond de jeu qu'ils ont acquis. Avec, si vous revoyez les images des finales des JO, tout ça, énormément de soutien, énormément de défense. On ne voyait pas les Russes faire ça avant. Qui fait des déplacements de 6 mètres sur la grande gagne, sur un ballon touché, qui finit comme ça les mains, qui ramène, putain merde, c'est pas un Russe qui fait ça. Et ça, quand tu discutes aujourd'hui avec les Russes, pour eux, il y a 2 éléments qui ont modifié ça. C'est l'arrivée de joueurs étrangers massivement dans leur pays, brésiliens, américains, avec donc d'autres cultures et d'entraîneurs étrangers. Et notamment, ils ont fait venir beaucoup d'Italiens ces derniers temps. Voilà. Et l'évolution de leur jeu, elle est essentiellement basée sur ces éléments-là aussi. Voilà. Sur le service, il y a aujourd'hui, donc je suis d'accord, je pense qu'il y a la puissance avec beaucoup moins de fautes. Il y a effectivement des pays comme les Brésiliens qui travaillent sur des variétés. Il y a aussi de plus en plus de joueurs qui travaillent sur le même type de lancer, sur une variété de frappe. Donc du flottant et du smatché, pratiquement sur le même départ et sur le même lancer. Et ça vient de plus en plus au niveau international. De plus en plus au niveau international. Ça, c'est une bonne chose, parce que quand tu sais qu'il y a quand même un joueur, des fois, qui est un peu plus en difficulté sur le flottant, par exemple, la variété sur un smatché, en plus, il peut être perturbé par ça. Non seulement, on pourra le voir sur des images, le fait qu'effectivement les équipes étaient organisées un peu avec un pointu, un attaquant réceptionneur et un réceptionneur attaquant, bon, même si c'est de plus en plus 2 attaquants réceptionneurs, mais aussi que beaucoup d'équipes, justement, du fait de la difficulté qu'ils rencontraient par rapport à ça sur les flottants, s'organisent à 2 sur du flottant et passent vraiment du 2 à 1 quart, mais même, je vais vous montrer des images si vous voulez, les Brésiliens et tout ça passent sur certaines phases carrément à 2. Donc capacité tout d'un coup à balancer une bombe, un truc qui va assez vite, à plus de 100 km/h, sur le même type de lancer en smatché, ça te fait toucher des zones que tu ne pouvais pas toucher. Donc ça, je trouve qu'au niveau du service, il y a vraiment ces 3 éléments-là. Donc, tu ne remarques pas que les libéraux sont de plus en plus en difficulté quand on passe à 2 en réception? Oui. Le libéraux, on en parlera après, c'est peut-être pour ça aussi qu'il faut réfléchir pourquoi ne pas avoir de libéraux, parce qu'aujourd'hui c'est un poste sur lequel il y a une grosse pression, quelqu'un qui ne touche pas beaucoup de ballons et qui va toucher que des ballons très compliqués. Très compliqué parce qu'il va devoir couvrir beaucoup d'espace, couvrir un attaquant réceptionneur qui est, on va dire, moins habile. Voilà, il va être obligé de se sacrifier en touchant peu de ballons dans des zones de plus en plus importantes. Donc c'est vrai qu'il y a un profil psychologique qui est important, et pourquoi aussi ne pas rentrer dans la capacité à changer ce joueur-là. Donc la règle le permet. C'est la réflexion aujourd'hui qu'il faut. Il y a un livre de la réception des contacts, par exemple, et donc l'Atlanta de Bill avait dit que l'évolution de la réception, c'était beaucoup plus à bras et moins à jambes. C'est bien. De toute façon, la vitesse des ballons fait que tu as de moins en moins de temps. Vous connaissez les vitesses des ballons en smatché, là, des Russes ou... Vous avez une idée ou pas? 135 km/h, prise du radar derrière le réceptionneur. Si on se mettait derrière le serveur, on aurait des vitesses à plus de 145, 150.
départ sur les premiers mètres. Donc voilà, et je peux vous dire qu'entre un service à 115, 120, qui est déjà un très bon service, hein, c'est en gros les vitesses d'Erwin, et des services qui arrivent à 130, vraiment vous voyez la différence. Si en plus elle flotte pas trop comme notre bon russe là. Apparemment, les limites humaines, à partir de 110, on est déjà en grande difficulté en réception. En termes de lecture, aussi. Ça dépend, oui, ça dépend. Donc oui, évidemment, c'est t'as de moins en moins, tu te déplaces plus, hein, donc c'est très vite le plateau, très vite le plateau en place, très vite une bonne inclinaison, et après, c'est vrai que ça, t'as pratiquement plus le temps de le faire, donc c'est le plateau, et après carrément le reste du corps qui suit l'inclinaison correcte du plateau. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'équipes s'organiser à 4. Et donc là, dans la formation du joueur, ce retour à, on va dire, une certaine polyvalence, elle est importante. Elle est importante. Chez les pointus notamment. Après, c'est vrai que ce qu'on disait l'autre jour, quand t'as Mauric en pointe. Oui. Ouais, mais bon, aujourd'hui, tu vois même les Italiens qui commencent à travailler sur des notions avec pas de vrais pointus, mais trois attaquants réceptionneurs. Sur Vettori, un peu moins, oui. Avec la SF. Les équipes, voilà. Après, forcément, tu t'adaptes aux capacités des joueurs. Mais en tout cas, nous, dans la formation du joueur, voilà. Un gars comme Jean, il est réceptionneur. Ah ben Jean, il fait un énorme travail de réception. C'est pas dit que ça soit un mot. Un pointu et exigeant. Tout à fait. Il pourrait peut-être. Tout à fait. Exactement. Donc voilà, là aussi, il y a des réflexions à avoir dans la formation sur ces éléments-là, parce que c'est important. Il y a la formation quand on est ici, parce que déjà c'est pas qu'au niveau, donc vous allez directement à ceux qui vont affronter, mais dans la formation de base, ceux qui sont un peu qui arrivent pour première année, au niveau de la réception, on continue l'ancienne méthode, donc aller toujours derrière le ballon pour qu'il y ait des déplacements, ou déjà tout commence à travailler comme ça, comme objectif. Il faut, aujourd'hui, l'arrivée du service matché a eu des répercussions assez néfastes sur la réception, et notamment sur la formation du joueur, dans sa capacité à déplacer les appuis. Et aujourd'hui, on constate beaucoup trop de joueurs qui ne savent plus du tout déplacer les appuis. Je ne parle pas d'un ballon qui leur arrive très vite dessus où ils n'ont pas le temps. Je parle de ballons qui vont beaucoup moins vite et sur lesquels ils n'ont plus ce travail de déplacement. Donc je pense que là-dessus, dans les fondamentaux, il ne faut pas occulter cet aspect-là. Ce qui arrive, c'est que quand on prend un joueur jeune, d'abord l'intention c'est les mains et après les corps. C'est pas les pieds et après les mains, c'est pas les mains devant. Si ça arrive comme ça, et que tu dis non, il faut que tu te déplaces, les services il est trop rapide, donc si je me déplace, je ne fais pas les temps. Il a tout un temps là-bas. Et ce que je fais, le travail spécifique, un peu de déplacement, et après je le laisse libre à l'entraînement, ou est-ce que l'entraînement je l'oblige pour aller se déplacer, et après dans les matchs, on est capable de le laisser libre, c'est faire ce qu'il veut. Non, je pense que la formation du jeune joueur, il faut déplacement. Il faut continuer à travailler sur le déplacement. Mais justement, par rapport à ça, l'évolution, elle se fait avec des types de services et des types de trajectoires. Plus on monte de niveau, plus on arrive à un niveau plus ça va vite, plus c'est fort. Dans l'apprentissage du joueur, justement, il faut lui apprendre à tout faire très tôt, ou est-ce qu'il faut lui apprendre par étapes en fonction du type de trajectoire qu'il va avoir,
L'apprentissage, c'est toujours quoi? C'est toujours des éléments que tu construis par la mise en place de difficultés optimales que tu mets en fonction de ce qu'il est capable de faire. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc je peux pas. Donc je lui fais voir, par exemple, c'est très tôt. Je crois que tu prends l'exemple des minimes, voilà, où il a le temps de se déplacer, tu vas lui demander de se mettre derrière la balle et de la prendre comme il faut. Et puis tu vas pas forcément chercher quelque chose. Ou pas que, parce qu'à un certain moment, quand tu sentiras qu'il a maîtrisé ça, il va falloir que tu commences à lui apprendre les techniques de compensation, avec notamment l'importance de la mise en place tôt du plateau et de son inclinaison, etc., etc. Donc c'est toujours, oui, dès que tu sens que quelque chose commence à être un peu stabilisé, il va falloir que tu trouves quelque chose d'autre. Ça rejoint ce que disait Pierre. Hein. J'ai listé sur la réception tout ce qui, à un moment, et puis aujourd'hui, j'aborde ça. Tiens, ça, je constate que ça commence à être stabilisé et à l'entraînement et en match. Donc je vais augmenter la vitesse ou je vais augmenter la distance qu'il va devoir couvrir. Donc je rajoute une difficulté. Et cette difficulté va nécessiter soit une amélioration physique, soit des adaptations techniques pour faire quelque chose d'autre. Et c'est cette difficulté en permanence que tu dois trouver, toi en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que je voulais... Allez-y, attends que je rallume. Donc, service, on en a parlé. Je vous donnerai les images et Donc, service, qu'est-ce qu'on avait noté? Bon, vous regarderez les stats CEV, vous regarderez sur les championnats d'Europe, là, le taux d'efficacité des meilleurs serveurs. Et vraiment, c'est quelque chose par rapport aux dernières compètes il y a 4 ans, c'est vraiment quelque chose qui a énormément évolué. Le rapport pace par rapport aux fautes, ça a vraiment, vraiment évolué. Donc l'alternance de frappe, on en a parlé, les services flottants et les services matchés. L'utilisation des 2 libéraux, donc ça aussi, c'est une bonne chose à l'entraînement. Déjà, après en match, je pense qu'il y a différentes façons. Il y a des pays qui utilisent ça, un spécialiste de la réception, d'autres spécialistes de la défense. Et il y a des pays qui utilisent ça, et j'utilise ça comme un changement de joueur classique. Je pense qu'il va falloir aussi... Parce qu'avant, il n'y avait pas de concurrence, les libéraux étaient libéraux, point. Oui, mais maintenant on a le droit. Maintenant on a le droit et... On n'a pas les droits libres. On a les droits, mais si tu mets si tu sors un aujourd'hui, tu mets un autre en remplacement, le libéraux, il rentre plus. Si. Il rentre. Oui. Est-ce qu'il y a un changement de règle qui se profile? Oui. Il parle de certains changements de règles, il parle de libérer les changements de joueurs. Complètement non, en gardant un volume, c'est-à-dire en gardant tes 6 changements par 7, mais bon, lui il peut me remplacer, et puis moi je peux te remplacer après. Ouais, un petit peu plus. Donc ça aussi, si ça se fait, il faudra réfléchir parce que ça amènera sur 2 rotations et demie en gros d'A7 des possibilités peut-être de revenir sûrement peut-être à des hyper spécialisations sur certains profils de poste. C'est pas le serveur. Voilà. Donc ça, oui, il y a des choses à suivre de ce type. Ouais. Organisation en réception, on en a parlé, les 4 joueurs avec soit Mikhailov chez les Russes, soit les équipes italiennes qui travaillent là-dessus avec des joueurs comme Zaitsev. Après vous regardez les images, on voit du 2 joueurs et demi, du 3, et on voit
2 joueurs aussi sur du flottant. Donc là, vraiment, si vous regardez les Brésiliens, là, Dante, sur certaines positions, il est sorti de la recette. Il prenait ça. Donc du coup, pour le service, par exemple, si on joue contre les Russes, les Français, il n'y a plus que la machine pour simuler ces vitesses-là. Ah oui. À moins que ton épaule nous permette, en te mettant sur une table, de le faire. Mais... Les Brésiliens, ils sont. Raphaël McLeod, très cher. Trop cher. Et la machine, elle peut monter à combien là? Bien plus de 130. Bien plus de 130. Mais on dit chat de ballon. Bien plus de 130. À 130. Mais oui. Ça fait partie aujourd'hui, sur le type de travail. Soit tu te dis, je joue 20 fois les Russes par an, soit tu trouves... oui, Il faut te donner les moyens. c'est ça. Voilà, il faut que les joueurs français jouent dans le championnat russe. Oui, enfin voilà, c'est tout à fait ça. Ah, timing d'attaque aux ailes. Enfin, aux ailes. Je vous entendais parler de l'appui gauche sur la pipe. La plupart des joueurs en pipe aujourd'hui, ils sont déjà sur la pose de l'appui droit. Bon, je suis d'accord avec Pierre sur le vraiment lent et puis vite uniquement sur un appui, mais ils sont déjà sur la pose de l'appui droit. Donc pratiquement les capacités d'ajuster latéralement un écart de passe, là-dessus ils sont pratiquement plus possibles. Et pour revenir sur la pipe, on parle beaucoup du jeu fixe, la relation fixe par rapport au central. Je vous rappelle aussi que c'est un moyen de fixer les ailiers quand même. Ouais, de faire ça. Oui. Et de faire ce mouvement de poumons, soit je les fais resserrer, et puis quand ils sont resserrés, je les réécarte, soit s'ils sont écartés, je les fais resserrer. Voilà, donc il y a aussi ce travail avec, mais on en parlera tout à l'heure des ailiers, parce que pareil, il y a de plus en plus, vu la vitesse des ballons, de fausses entraides. Mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, vous regarderez les images, hein. Bon, on va se faire juste un... Je reviens un petit peu sur la pipe, s'il te plaît. C'est la distance du ballon par rapport au filet. Parce que avant, on disait, les anciennes formations, on parlait de distance du ballon par rapport au filet, par rapport au profil de joueur qu'on peut avoir. Un joueur, il peut sauter haut, allez, je peux lui mettre un ballon au-dessus du filet. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qui me semble, ne pas voir ça, malgré des gabarits énormes qui peuvent vraiment taper carrément au-dessus du filet. En fait, ils ne veulent plus prendre le risque de... Parce que plus on veut s'avancer vers le filet, plus il y a des risques de mort sur la ligne des 3 mètres. Et puis on ne gagne pas autant que ça. On perd du temps en allant vers l'avant. Donc on voit de plus en plus des balles près de la ligne des 3 mètres, qui ne se rapprochent pas du filet. Est-ce que c'est Non, je ne suis pas d'accord, parce que qu'est-ce que tu... Non, au contraire, tu vois... après, je pense que la passe, elle fonctionne. La bonne passe... Après, tu as des pays qui disent, moi je fais toujours la même passe, toi tu te démerdes. Voilà. Dans les pays... Les Italiens font comme ça, hein. Passeur... Là, moi je mets la balle là, toi tu te démerdes, je la mets toujours à cette hauteur. Nous on est plutôt à construire la passe en fonction de chaque attaquant, vraiment de ce qu'il a fait dans la situation réelle, etc. Alors, c'est à cause de la limite physique ou à cause d'autre chose. Mais par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à toucher un ballon en défense sur une pipe? 3/4 du temps aujourd'hui il y a faute. Parce que l'attaquant, il s'est tellement lancé, il a pris tellement la balle dans les 3 mètres, il a tellement fait un saut en longueur qu'il retombe chez toi. Mais sur chaque match, tu vois ça au niveau. Sur chaque match. Avec le gars qui fait une Moi, j'ai vu en junior Léon sur des pipes
retomber sur les pieds du central de chez nous. Il a fait pile 3 mètres comme ça, il est retombé, bing, direct, c'est même pas après un appel, il est retombé direct. C'est juste parce que j'ai remarqué maintenant, on a des images comme ça dans le dos du passeur, et on voit un petit peu au moment du contact. Est-ce que la balle reste dans le plan des épaules? Est-ce qu'elle sort légèrement? Est-ce qu'elle sort vraiment? Ça dépend de l'attaquant. Ça dépend de la qualité de ton attaquant. Non. Je pense que tu vas pas donner la même balle à Djiba en paille qu'à Léon. Donc les qualités physiques du joueur. Pas que physique. Technique. Bon, on se fait une petite image, vous les regarderez. Regardez, si vous regardez donc Léon là, en 4, là. Là, il était sur pause, sur pause de son pied gauche au moment de la passe. Donc vous regarderez ça. Et bon, j'avais pas remis de pipe parce que pour moi la pipe. C'était World League 2011, hein, non, c'était il y a 3 ans. Oui, mais bon. Après, non, mais c'est quand il était jeune. Il est toujours jeune. Hein. Il est toujours jeune. Donc là, vous avez des images sur les timings. Moi, ce que je trouve aujourd'hui vraiment la grosse nouveauté actuelle, c'est les fenêtres d'attaque aux ailes. Fenêtres d'attaque aux ailes. Qu'est-ce que j'appelle fenêtre d'attaque aux ailes? C'est que le jeu va tellement vite, de plus en plus à plat, qu'un ballon aujourd'hui qui agresse l'attaquant au niveau de la mire, avec des contreurs ailiers qui sont sur des fausses entrailles et qui ont tendance à partir. Donc je suis là, mais je pars avant la passe les 3/4 du temps, sur bonne réception, les 3/4 du temps. Ça veut dire que je suis à la mire, comme ça. Donc si le ballon est à la mire, sur un jeu à plat, aujourd'hui l'attaquant, même à 1 contre 1, il est enfermé. Il est enfermé. Et donc vous voyez de plus en plus des joueurs jouer sur la vitesse. Et, alors je ne parle pas trop des Russes, mais je parle de joueurs comme les Brésiliens, etc., qui sont à la fois, quand ils n'ont pas réceptionné sur des courses d'élan qui sont de plus en plus parallèles au filet, et qui viennent attaquer dans des fenêtres de plus en plus à l'intérieur des mires. Ce qui évite, ce qui te donne, j'ai la mire ici, si j'attaque ici à la mire, avec mon joueur qui franchit, même s'il est tout seul, j'ai peu d'angle. Si je viens attaquer dans une fenêtre 80 cm, 1 mètre à l'intérieur, je peux quand même le travailler ici ou travailler sur la diagonale. Et en plus, je lui pose le problème parce que lui, il est parti sur un retournement vite et il doit, en fonction de ça, ajuster l'amplitude de son appui par rapport à l'endroit où moi je vais bien percuter tôt et haut le ballon. Et ça, c'est compliqué. Pourquoi il serait libre à la mire? Pourquoi il serait à la mire avec le bloqueur? Forcément. Non, mais la balle à traversante, si les balles, si on se dit la balle idéale, c'est utiliser les 9 mètres de filet, et donc je la mets haute, à l'endroit où a besoin l'attaquant, vite haute, pour qu'il puisse la prendre proche de la mire. Le contreur, qu'est-ce qu'il va faire dans ces cas-là? Il va faire son déplacement parce qu'il part avant, ce qui n'était pas le cas avant. Il restait en entraide et il réagissait à la passe. Maintenant, ça va tellement vite qu'ils partent avant. Et en partant avant, je peux aller jusqu'à la mire, franchir, et là, je verrouille beaucoup plus d'angles, même à 1 contre 1. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Hein? Même moi, je comprends. D'accord? Donc là, je pense que ça vaut le coup qu'on voit des images parce que. Tu peux nous les mettre en grand ou pas? Ouais, je vais vous. Alors, comment je fais pour l'agrandir? Bouton droit, non? Double clic. Il n'y a pas de bouton droit sur le Mac. Si c'est possible. Il y a. Ah, mais il faut. Bah si, alors, comment chef. je fais pour. Bah si, Il n'y a pas de bouton droit. Si. Attendez, je vais Il n'y a le. qu'un bouton. On va faire comme Ouais, ça. tu vas chercher. Je vais vous chercher la vidéo, ça sera plus simple.
C'est lequel? Fenêtre d'attaque, voilà. Et ça, vraiment, à la fois les angulations de course d'élan des ailiers et les fenêtres d'attaque, c'est des éléments... Donc on n'a pas touché à la passe. Regarde, donc là, regardez, bon, c'est le pointu sur la P1, c'est le pointu, mais regardez sa course d'élan déjà. Il est pratiquement parallèle au filet, le gars. Mais il est particulier cette attaque. On poste d'aussi. Il est particulier, oui, mais c'est pas un hasard. Je pense que les Brésiliens ont réfléchi par rapport à ça. Et regardez où il vient attaquer. Là, c'est limite un extérieur, ce qu'on faisait hier. Non, parce que si non. tu peux attaquer la ligne. Il le fait tout le temps. On va en voir. C'est vraiment lui qui il se met le filet là, il se met comme ça, et il dit, moi je vais venir traverser mon ballon, le prendre le plus haut possible, le plus tôt possible. Alors techniquement, qu'est-ce qu'il effectue? Il flotte pareil comme... Il vient couper le ballon. Il vient couper le ballon, ouais. À la limite, c'est une pipe, c'est pratiquement une pipe en 4, quoi. C'est-à-dire qu'il vient... Regardez. Regardez comment il est. Et on parle de lui, mais Conte fait exactement la même chose. Hein. Conte, oui. Tu peux pas aller couper plus tôt ou plus tard. C'est là que tu peux couper 2-3 points. Là, tu vois, c'est ça. Et les problèmes, c'est... Vous gêne là peut-être, non? Donc c'est là qu'on voit que l'ailier, pourquoi est-ce qu'il va vers la ligne? Hein? Mais s'il va pas à la ligne, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Tu es en entraîne, tu pars là-dessus. Donc il va falloir, en partant, qu'en même temps, tu puisses déterminer l'amplitude de ton appui pour savoir, en sachant, tu sais pas. S'il le fait tout le temps, mais... Ben, la seule solution que tu vas avoir, c'est de t'écarter avant et de travailler sur du... Bon, c'est ce que font aussi beaucoup de contre-ailiers maintenant. Il s'écarte avant pour revenir vers l'intérieur. Ben, pour ajuster sur simplement des pas chassés. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, t'as plus d'entraide ni sur la fixe ni sur la paille. Donc c'est pour ça que je vous disais cette notion de poumon, je fais resserrer, j'écarte. Pour moi, la paille aujourd'hui, et même le point de fixation, c'est plus par rapport aux ailiers qu'aux centraux. C'est plus par rapport aux ailiers qu'aux centraux. Parce que les centraux, les grands centraux, ils bougent pratiquement plus du centre. Allez, j'exagère, mais pratiquement plus. Les Russes, pour le faire sortir de ça ou de ça, c'est... Bon, il y a des contreurs un peu plus petits qui bougent, mais par exemple, les Russes, ils ne bougent plus. Par contre, l'ailier, il va venir ou il ne va pas venir. Quand tu dis qu'il ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il ne suit même pas la fixe, si tu viens derrière, si tu viens en temps de... Non, il part de la position pour être à deux. Donc on va avoir, on va revenir sur des fixes en mouvement, oui. Soit en longueur, soit des surcharges en mouvement. Oui. C'est ce qu'a fait les Italiens. C'est ce qu'a fait les Italiens. S'il ne bouge plus, c'est ça, s'il ne bouge plus. Vous voyez comment on affine notre vision du match. Et pratiquement, il y a certains, on commence à réfléchir à déclencher la fixation, non plus en fonction d'une annonce, mais en fonction de ce qui va se passer au niveau de la réception. Pourquoi? Pour venir percuter de toute façon des espaces libres. Je prends un exemple. Qu'est-ce que tu choisis? C'est la centrale? Oui. Si j'ai annoncé tendu, mon objectif de la tendue, c'est de percuter cet espace-là. On est d'accord? Si la réception me fait reculer ici, et que je décide de maintenir la distance, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais percuter plein centre sur le central. Plus aucun intérêt. Aucun intérêt. Le seul intérêt de percuter plein centre ici, c'est la courte avant et la capacité individuelle de dominer le joueur adverse. Sur une distance comme une tendue, je ne pourrais pas. Donc là, bah, il serait peut-être intéressant de venir faire ça. Et là, je repercute un autre espace,
et je vais obliger cet ailier à faire quelque chose. De toute façon, tu as deux solutions. Est-ce qu'il a Soit tu dis. Soit je maintiens ça, tu viens toujours, et tu viens toujours dans cette il va falloir Soit tu nous. il va falloir la jeter. Ça faisait très bien Kamouchik à l'époque avec, Oui, mais... avec Igor Shevchenko. Ouais, mais ça devient plus compliqué, parce que le temps d'intervention ici de ce joueur-là. Et derrière, le passeur, c'est quoi l'évolution pour l'attaquant? Ben là, Ouais. c'est quoi l'évolution? Ben, ça va être pratiquement la courte arrière. Parce que le pointu brésilien, il fait quasiment Oui, la mais même chose de ce côté. Ben, tu vas le voir, il fait pratiquement des courtes arrières quand le passeur se rapproche de lui. Il peut la prendre là, il peut la prendre là. Mais la question, c'est fixer les deux joueurs. Ouais, même aux 3 mètres, hein, même aux 3 mètres, il vient vraiment reprendre dans une fenêtre très très intérieure. Il joue des temps très vite aussi. Donc ça veut dire qu'en fonction de la réception, si elle arrive en... Mais ça ne l'empêche pas de prendre une ligne, hein, quand même. C'est ça. Pour la réception, si elle arrive entre, Parce que la passe, c'est entre 2 et 3, Elle est tellement appréciée. même accélérer en même temps Un petit peu, ça fait. de l'ailier poste 2 ou 3 mètres en 1, Ouais, ça arrive à poste 3 et 4, ça accélère aussi dans tout à fait. Tout à fait. Là, clairement, si ton passeur il arrive sur une réception dans cette zone-là, lui, il faut qu'il soit sur un temps de pipe, c'est-à-dire sur un droit-gauche. Ouais, rapide. Nous, c'est ce qu'on demande là. C'est-à-dire que quand le gars il attaque, si le central est en retard, il va prendre la diagonale, même si je l'amène le central difficilement, il va la mettre dans le terrain. Si le central il a le timing, donc il y a encore la possibilité de la ligne, parce que le gars de se lancer vers devant, il va retenir un peu dans l'extension, il va sortir un peu plus droite, il va laisser passer la balle, il va te planter la ligne. Okay. Ça c'était parce que c'est plus facile de faire ça avec un saut en longueur, c'est pour ça qu'il rentre à travers les filets, qu'il rentre en parallèle. Parce qu'avec la vision que tu as à la balle aplatie, c'est que tu vois les déplacements des comptes quand tu attaques. Donc quand la balle aplatie, tu vois les déplacements des comptes, tu ne regardes plus les plafonds. Donc les gars, ils viennent les déplacements des comptes, ils vont tout vert et le rouge qui vient ou qui n'est pas là. Donc en ce moment, quand tu fais l'extension, il va laisser aller son corps pour flotter, il a coupé, ou il va le retenir pour ralentir et pour taper la ligne. Mais la balle, ce qu'il sait bien, les franchissements de la balle dans les filets, la diagonale il est là et la ligne il est là. Donc il n'est pas ici la diagonale et la ligne. Donc ils font franchir la balle à 2 mètres devant ou à 2 mètres à côté de la mire. Donc l'amplitude des franchissements de la balle elle est différente. Donc voilà, bon, vous regarderez ces images de... Qu'est-ce que... Il y en avait... Ah ouais, j'ai peur de planter la ligne, toi. Vous En fait, ça fait des fixes. avec cet œil-là. Ça fait des fixes, même aux 3 mètres, là. Hein. Mais en fait, on fixe partout maintenant. Bah, de toute façon, comme toujours, hein, c'est toujours autour de la vitesse, hein, que ce soit la vitesse des ballons ou la vitesse d'action des joueurs que les évolutions se passent. Hein. Donc après, vous regarderez toutes ces images, mais cette notion à la fois de course d'élan et de fenêtre, elle est intéressante. Et pour un droitier en poste 2, C'est c'est ça veut dire Type de fixation. Et les gars, il est là. Type de fixation, tu l'as dit, hein, la réception est de moins en moins bonne. Ce qui est normal, hein, parce que quand tu prends 130 km/h, tu ne vas pas chercher à amener un ballon devant le passeur, proche du filet, etc., etc. Tu vas faire une défense. Donc, l'attendu au centre, c'est un élément incontournable du haut niveau. Incontournable. C'est le seul point de fixation que tu peux faire. Ça, mais alors là, il faut avoir des qualités, être capable de faire une courte avant à 2,50 m du filet. Ça, c'est pas évident. Donc l'attendu, ça reste, c'est vraiment un élément qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui dans l'approche du haut niveau. Impossible. Et donc la porte à 2 mètres du fil, ça vient plutôt des passants sur la ligne, ou plutôt des centrons? Plutôt des centrons.
manque de qualité physique. Non, c'est aussi cette difficulté à sauter loin, être quand même ouvert, pas évident, quoi. Bon, puis après, forcément, il faut aussi une dimension athlétique qui te permette quand même là-dessus de... Bon, là, oui. l'athlétique, tu l'as. Mais après, chez les jeunes, les jeunes, il y a aussi, je pense qu'il y a le problème aussi des passeurs quand même. Parce qu'injecter des ballons quand tu es à 2 mètres, tout à fait. C'est pour ça que nous, la priorité, c'est dans un premier temps qu'ils maîtrisent l'attendu au centre. Voilà. C'est bien. Ils maîtrisent l'attendu au centre. C'est déjà comme il faut que j'aille. Ben qui avait une question. Oui. Ben qui avait une question, non? C'est bon, je dis. Non, c'est bon. Et je sais pas, par exemple, avec Renwitz qui s'est entraîné avec vous l'année dernière, là, pendant quelques mois. On avait essayé, par contre. Est-ce que là, tu vois, c'était... Quelqu'un comme Médéric, il y arrivait bien. Ça avait beaucoup fait évoluer Bultor. Ouais. Bultor, sur la tendue, au départ, c'était court avant uniquement. Il avait beaucoup fait évoluer sur la tendue et justement sur sa capacité à sauter loin du filet. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... C'est des accélérateurs, d'avoir des joueurs comme ça qui s'entraînent avec des jeunes, c'est des accélérateurs de sensations de certaines choses. Justement, par rapport à ça, c'est l'attendu qui est plus fiable sur ces types de services-là. Qu'est-ce que vous faites avec les centraux sur P3 et P6 quand ils sont là sur le poste 2? Parce que À P3 déjà, c'est plus facile à résoudre. P3, tu peux tout à fait te mettre comme ça. Ouais. Donc là, l'attendu, elle pose plus de problème. P6, c'est plus compliqué. Donc si on a un bon service, généralement, elle est plus crédible du tout. Donc tu as besoin de la paille. Contrat 3, bon, je ne vais pas parler du contrat 3 parce que c'est pas particulièrement nouveau, même si ça se... Mais par contre, juste, vous l'avez vu à l'entraînement, nous, ce qu'on cherche à développer, là, c'est la reconstruction après ce contrat 3, avec la paille qui fait soit plein centre, soit 5, et le poste 4, enfin, si on parle d'un bloc à 3 face au poste 4 adverse, notre poste 4 qui redéclenche soit en décalé, soit s'il a le temps, selon comment la situation avec ballon freiné, sur le poste 4. Qu'est-ce que aussi sur les contrats 3, ce qu'on voit maintenant, enfin, c'est la patience qu'ont les équipes là-dessus, c'est-à-dire que sur les blocs à 3, ils n'hésitent pas maintenant à faire feinte, pour refaire un bloc à 3 de l'autre côté, donc voilà, à un moment il va falloir... voilà. C'est ça, on en voit beaucoup moins, enfin, moins de rupture qu'auparavant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Beaucoup plus de patience, même des pays qui étaient beaucoup sur la rupture, on travaille beaucoup sur la patience. Ouais, beaucoup plus qu'avant. Anticipation des ailiers, là je vous ai pas mis d'image, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc maintenant on voit la fausse entraide, j'y suis jusqu'à ce que le ballon arrive dans les mains du passeur, et là je pars avant, parce que ça va trop vite. Ou je m'écarte plus vite et je ne travaille que sur du chassé. Voilà, on voit vraiment un registre de travail des ailiers qui a énormément évolué par rapport à il y a quelques années. On n'a pas les mêmes types de déplacements qu'un central. Au même titre que tout à l'heure, on parlait de 3 réceptionneurs attaquants, entre les pointures et les deux ailiers, on peut dire maintenant forme 3 centraux. Ouais, c'est surtout qu'en fonction du plan de jeu, en fonction de la situation, ils font des choses maintenant très variées. Hein. On n'est plus avec... Au niveau de la hauteur, au triple bloc, est-ce que vous donnez des consignes ou pas? Sur le troisième bloqueur, ouais, c'est la propreté surtout. Ça passe pas où, hein? Non, mais pour les équipes, par exemple... Si tu tires un fil du point d'attaque, même sur un attaquant qui est haut, sur la petite diagonale, au niveau du filet, ça passe pas haut. Hein. Donc c'est le troisième là, celui qui vient ici là, c'est fondamental. C'est propre. Hein. Et s'il sent qu'il n'est pas propre,
il vaut mieux qu'il soit à la fin. Et la position du poste 5, elle navigue où par rapport au bloc A3, en 4, en défense? Il se met bien petit diable ou il descend plus sur la... Non, nous, il tient la petite diag. Nous, il tient la petite diag. Il vient dans l'ouverture. Après, ça dépendra de l'attaquant de l'autre équipe. Parce que le problème, c'est que très souvent, au dernier moment, le gars, il va sentir qu'il va pas être forcément très bien, il va décider de pas bloquer, il va se mettre derrière. Et donc ça cite, voilà. Quand je dis anticipation des ailiers, voilà on peut au contre, et puis anticipation des ailiers dans le recul non contreur, vous avez pratiquement plus le temps. Vous avez pratiquement plus le temps pour deux raisons, soit parce que vous êtes parti très centré de faire une descente petite diag, soit parce que vous êtes déjà parti sur un retournement pour aller bloquer, et qu'à partir du moment où j'ai démarré ça, c'est difficile après de faire ça et ça pour reculer en petite diag. Ah, mais c'est un problème que j'ai. Donc vraiment là, le rôle du défenseur, et si la situation est lente, bah, les trois quarts du temps, ils sont sur bloc A3. Donc vraiment la relation défense poste 5, recul non contreur du poste 4, je ne sais pas si c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel il faut passer beaucoup de temps parce que c'est vraiment plus, c'est sur les timings, c'est vraiment plus d'actualité. Les 8 défense. Claude, tu disais un truc? Bah, la position là, de l'ailier, du bloqueur ailier, j'avais mis ça dans mes travaux pratiques de vidéo, que j'ai pas donné la vidéo, c'était la place qu'il occupait. J'ai un problème par rapport à ça, ce qui va à la fin, c'est de bloquer, ce qui est sorti de... Et souvent il est dans une position un peu bâtarde. Oui, un peu bâtarde, et il faut surtout éviter qu'il recule un peu, qu'il se foute au milieu et qu'il soit dans la trajectoire pour emmerder le libéro en défense. Donc très souvent, il vaut mieux lui demander de passer le milieu de terrain et après de se sortir du filet. S'il n'a pas le temps d'aller sur un bloc. Et on en a beaucoup parlé, hein, la grosse évolution sur la patience, la qualité du jeu de transition. Si vous regardez les images de haut niveau, le nombre de contacts intermédiaires qui doivent être faits par des non-passeurs et qui déterminent, c'est monstrueux. C'est en augmentation énorme. Ouais, énorme. La qualité fait que... Et donc la qualité fait que... Nous là, c'était un tu peux aller à la rupture. Exactement, ou pas. Et souvent, donc vraiment, c'est... Donc là aussi, dans la polyvalence, savoir faire une passe de 9 mètres... Ce que fait bien Hervé, par exemple, avec l'équipe de France, le deuxième contact. Ou que je trouve, moi, Hubert faisait bien aussi avant. Et toujours avec Machirada. Et qui fait la diff. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on ne peut pas négliger. On peut pas négliger. Voilà, vite fait. Hein. Pas de questions? Puisque vous avez de la paille à faire travailler cet après-midi. Il y a 3 fois. C'était le thème hier, par rapport à ce que vous êtes en train de travailler. Donc, comme on a vu travailler la paille, on a basé sur la paille. Non, c'était une plaisanterie. Non, mais ne le prends pas comme ça. C'est bon. Bon, merci Marc. Merci. Donc, ça, tu me laisses ça, hein, Marc? Moi, ce que ça. Hein, non, je dis à Marc, tu me laisses le document. Tu me laisses le document. Oui, bien sûr. Ce qui me fait sourire et qui me plaît beaucoup, c'est quand je remets son intervention là, avec notre visionnage du premier jour de USA Russie. Italie-Russie, pardon. Voilà. Et que là, après, on aurait écouté Marc d'abord, et vous auriez regardé Italie-Russie, vous n'aurez pas vu du tout, vous n'aurez pas vu du tout les mêmes choses. Et même si nous, on vous a dit le premier jour que vous aviez un regard de Café e-commerce, à ce cas du Marc, je me rends compte que moi aussi, j'avais un regard de Café e-commerce par rapport à la réelle expertise qui est nécessaire aujourd'hui au niveau auquel il travaille. Parce que tout ce qu'il dit, je ne l'ai pas vu non plus. J'ai vu d'autres choses que vous parce que j'avais plus d'expérience, mais je n'ai pas vu les choses qui aujourd'hui sont d'actualité parce que j'y suis plus. Et donc, ça résume tout à fait l'intérêt de ce module et ce qu'on a essayé de faire là. C'est-à-dire que l'œil de l'expert, il doit aller chercher les causes, il doit voir qu'est-ce que je vois, mais ça ne suffit pas.
C'est pourquoi je vois ça, qu'est-ce que ça provoque, et comment je vais me positionner dedans. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut, à travers les démarches qu'on vous a données sur ce module, à travers la préparation de vos entraînements, c'est tout le temps ça que vous devez avoir. Et gardez l'image de l'iceberg. Hein, ce que je vois, c'est à peine une toute petite partie. Mais je veux peut-être agir là, mais en fait, il faut que j'agisse au fond de l'iceberg, sous l'eau, à 250 mètres de profondeur, pour pouvoir bouger ce qu'il y a. Et c'est là que l'expertise dont vous avez besoin doit s'exprimer. Et non pas simplement, je vois que c'est comme ça, je vais faire comme ça. Non, rien que voir, c'est déjà important. Et ensuite, c'est aller chercher, analyser, comprendre, avoir de l'évaluation, remettre en question ce qu'on fait par rapport à ces grilles, par rapport à ces paradigmes, hein, c'est un mot qu'on a utilisé plusieurs fois, et j'évalue ensuite. La troisième étape, c'est j'évalue. On en parlera dans le module sur l'observation. L'observation, c'est pas que faire des plans de jeu, et c'est aussi j'évalue le travail que j'ai fait, et je vois où est mon équipe, et ça me permet de revenir dans le processus à un autre niveau, et de continuer à avancer. Voilà. Par pour contre, moi, oui. Faites attention, si jamais on progresse de trop, c'est une grève généralisée que vous allez voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous progressez, puisque le deuxième jour, vous avez commencé à remettre en cause notre méthode. Donc pour moi, c'est un excellent signe. C'est un excellent signe. C'est-à-dire que vous commencez à avoir du recul sur ce que vous apprenez par rapport à la façon dont on essaie de vous l'apprendre. Je prends, hein. Moi, je préfère être emmerdé comme ça qu'avoir des gens qui disent oui et qui repartent, tu sais pas ce qu'ils ont gardé, tu sais pas où ils en sont, tu sais pas ce qu'ils ont appris. Voilà, donc c'est intéressant. Et on a essayé sur ce module, comme on l'a fait d'habitude, et c'est vrai que le premier jour c'était peut-être un peu difficile, mais de vous foutre un peu le nez devant le mur, hein, là, devant le mur, là je vois le mur, putain, je me rends compte que, waouh, je croyais que je pouvais passer, mais non, il va falloir que j'escalade quand même, hein, parce que j'ai des choses à apprendre. Et puis petit à petit, on a construit, vous avez fait, vous avez fabriqué, vous avez fait l'entraînement, on a débriefé, on a discuté des méthodes, et on finit, c'est très bien que Marc vous ramène une couche d'expertise de plus en disant il y a encore un niveau. Il y a encore un niveau. Et il y en aura toujours. C'est ça qui est riche. Et peut-être que les Russes, ils n'ont pas la même analyse aujourd'hui dans le niveau, parce que les Français, pas encore. Même de l'enjeu. Parce qu'il y a peut-être des trucs qu'ils essayent qui sont encore en chantier et qui. Là, ce qu'on a dit, la petite piste, peut-être qu'ils veulent encore l'explorer un peu plus. C'est fort possible, certainement. Et puis peut-être qu'ils vont avoir 8 Musarski dans un an. Dans la logique du haut niveau. Il y en a 3 quarts, il y a 2 ou 3 là, c'est ça sur les Dans la logique du haut niveau, et on va en parler des options stratégiques, peut-être que là, ils nous montrent une arme. Et ils nous laissent la noce à ronger parce qu'on va mettre des années avant de transformer. Et il y a déjà une arme qui est prête derrière. Il y a déjà une cadet qu'ils ont vu jouer là. Exactement. Qui est encore pire. Donc d'où l'intérêt d'aller voir comment forment les jeunes. Les Argentins forment les jeunes. Les Argentins, donc en 2009, on a vu les performances de jeunes et les trajectoires de base qu'on commence à voir au niveau aujourd'hui. Donc si on n'était pas prêt, si on ne peut pas anticiper, on est mort. Donc la volonté de l'entraîneur aujourd'hui, c'est de synerger. C'est quelles sont les informations de l'autre, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils sont en train déjà de préparer. Donc il y a le visible et il y a celui qu'on ne veut pas nous montrer, mais qu'on peut aller chercher, c'est le scouting. La notion de scouting des États-Unis que vous montrez Pierre tout à l'heure, c'est les informations qui sont accessibles et celles qui ne sont pas accessibles, mais qui existent. Pas de questions? Alors on va conclure là-dessus. On va laisser la parole à Florence pour la suite, pour l'administrative, l'organisation, les choses à faire, les documents à envoyer. Je vous ai envoyé tous les mails. Vous avez dû recevoir. Il n'y a plus qu'à répondre. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord?